Panafricanisme, décolonial, panafricanisme, comment comprendre l'enjeu ou les problèmes d'unification pour l'internationalisme. Bon, déjà, dans un premier temps, les trois termes, communisme, décolonial, panafricanisme, ils renvoient en fait à trois histoires différentes. Le panafricanisme, c'est un mouvement de résistance, de solidarité, de libération qui est né dans le contexte de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est un des modes de production qui a permis notamment la naissance du capitalisme, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme pour tirer le profit maximal de cette exploitation-là. Tandis que le décolonial renvoie à une théorie, à un ensemble de théories qui sont plutôt apparues en Amérique du Sud dans les années 60-70, qui posent notamment la question de la modernité. Donc en fait, on est déjà sur trois espaces, trois concepts différents. Moi, le panafricanisme, je le fais naître avec la révolution haïtienne en 1804, qui est déjà une révolution anticapitaliste, anti-esclavagiste, anticolonialiste et anti-impérialiste. Et donc dans le panafricanisme, il y a déjà du décolonial et il y a déjà une anticipation du communisme. Puisque le communisme, en fait, renvoie à la question de la lutte des classes, à la question de l'abolition de la propriété privée, à la dictature du prolétariat, à l'idée que ce sont ceux qui produisent les richesses qui doivent décider de ce qui est fait des richesses. Et ces questions-là sont déjà présentes dans l'esclavage. Quand on lit les Jacobins noirs de Cieler James sur la révolution de Haïti, il explique bien que les esclaves dans les grandes plantations, c'était déjà les ancêtres des ouvriers dans les grandes usines du 19e et 20e siècle. Et donc cette notion de conscience de classe, d'une certaine manière, les esclavagisés l'avaient déjà. Sauf que cette conscience de classe était traversée par la dimension raciale, qui faisait que quand vous êtes noir, vous êtes assimilé à un esclave, vous êtes plus généralement esclave dans cette société-là. Et quand vous êtes blanc, vous êtes vu comme étant quelqu'un dont le travail est libre. Et donc la question du travail, le travail libre et le travail non libre, il est vraiment au cœur des enjeux de révolution anti-esclavagiste, anticapitaliste et anticoloniale. Un autre élément important, la révolution haïtienne, c'est une révolution décoloniale. Pourquoi c'est une révolution décoloniale? Parce que lorsque Dessalines et les généraux proclament l'indépendance de Haïti, ils donnent à Saint-Domingue le nom originel du territoire qui était celui des premiers habitants. Et donc ils n'ont pas donné à Saint-Domingue le nom par exemple de Nouveau-Dahomey, Nouveau-Congo, Nouveau-Sénégal, Nouvelle-Afrique, non. Ils n'ont pas fait comme les colons qui, lorsqu'ils prennent le contrôle d'un territoire, vont nommer la colonie à partir de leur lieu d'origine. Par exemple, New York, c'est des Anglais qui venaient de la région de York, et avant c'était New Amsterdam qui venait d'Amsterdam. La Nouvelle-Orléans, c'est français parce que c'est la référence à Orléans. Donc les Européens, quand ils colonisent, ils donnent un nom qui renvoie en fait à leur univers eurocentré. Voilà, Saint-Domingue, le dimanche, Santo Domingo. Mais dans le cas de la révolution haïtienne, il y a eu ce travail de décolonisation du territoire qui fait qu'on est dans une révolution décoloniale. C'est aussi une révolution décoloniale parce qu'elle déracialise la question noire en faisant du noir un projet politique, un projet de nationalité et un projet d'internationalisme. La question de l'internationalisme, elle est au cœur du panafricanisme. Elle rejoint effectivement le communisme sous une autre approche, puisque le communisme s'inscrit également dans une internationale prolétarienne. Mais dans le cas du panafricanisme, c'est l'idée que la race a été utilisée par le capitalisme pour diviser les travailleurs et pour produire des inégalités structurelles. Et donc lorsque l'esclavage est aboli en Haïti, lorsque le système colonial est aboli en Haïti, on aboutit à une sorte de lutte des classes avec les prolétaires, donc les esclaves qui prennent le pouvoir, mais qui est en même temps traversée par la crainte d'une guerre des races. Donc les fameux discours sur l'extermination des Blancs, sur l'opposition entre les Noirs et les mulâtres, etc., etc. Donc tout ça en fait rentre dans le jeu du capitalisme. Un autre élément important,
c'est que le communisme, dans sa forme politique la plus aboutie, finalement, n'apparaît qu'avec la révolution russe de 1917. Et on est plus d'un siècle après la révolution haïtienne. C'est-à-dire que pendant tout le 19e siècle, Haïti a porté la révolution, a porté un internationalisme noir qui est le panafricanisme, qui est le proto-panafricanisme, partout où cette question de l'esclavage se posait. En 1917, avec la révolution russe, on a une révolution qui n'était pas prévue par Marx, ni par la plupart des auteurs et théoriciens du 19e siècle. Marx pensait que la révolution allait d'abord arriver en Allemagne ou en Angleterre, voire peut-être même en France, c'est-à-dire dans des pays industrialisés. Or, la Russie, à l'époque, était un pays féodal, où le servage venait à peine d'être aboli et n'était pas du tout industrialisé. Donc il n'y avait pas, entre guillemets, de prolétariat formé, éduqué, dans la logique notamment des syndicats occidentaux nés au 19e siècle. Et donc la révolution russe, c'est le point de départ d'un grand projet qui va être celui de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Et c'est aussi, je dirais, le point de rencontre de beaucoup de divergences entre les lectures de Lénine, celles de Trotsky, les interprétations de Marx, ce qu'en fera Staline, ce qu'en feront également les autres communismes albanais, la démarche yougoslave avec Tito. Donc il y aura une prolifération, je dirais, de vision, de lecture, d'interprétation du communisme, qu'on va ensuite retrouver avec la Chine de Mao, avec le Vietnam, avec la Corée du Nord, etc. Sans compter évidemment les partis communistes occidentaux, qui font que on trouve dans le communisme, comme dans le panafricanisme, un certain nombre de chapelles. Dans le panafricanisme, il y a ceux qui se revendiquent de Kwame Nkrumah, de Sankara, de Lumumba, du Ghana, de l'Éthiopie, de Haïti, du Rastafari, du Black Power, de la négritude, etc. Donc on a dans les deux mouvements, panafricanisme et communisme, une diversité de courants, une diversité de figures, une diversité d'interprétations et en même temps des contradictions. L'une de ces contradictions, on la retrouve par exemple aux États-Unis. Parce que lorsqu'il y a la révolution russe en 1917, vont se créer des partis communistes aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, etc. Et dans le cas des États-Unis, c'est très intéressant parce que les communistes défendent les prolétaires, les communistes défendent les opprimés. Or, nous sommes dans des sociétés où les plus opprimés sont les Noirs. Et Marcus Garvey, parce que c'est de lui dont il s'agit, lorsqu'il est jeune et qu'il décide de voyager partout dans la Caraïbe et en Amérique centrale, partout où il passe, il constate que les plus opprimés, ce sont les Noirs. Ceux qui font les boulots les plus déshonorants, les plus mal payés, ce sont les Noirs. Et donc plus tard, il va créer l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association. Et dans le cadre de l'UNIA, il va développer une forme d'entrepreneuriat solidaire qui vise en fait à créer une économie communautaire, une économie solidaire noire, contrôlée par les Noirs, de la production à la consommation. Et il le fait dans les années 1915-1916. Il crée l'UNIA un peu plus tôt. Et quand les communistes arrivent aux États-Unis, qui se mettent en parti, leur intérêt c'est de recruter des Noirs. Parce qu'ils pensent dès ce moment-là que les Noirs doivent rejoindre les rangs du Parti communiste. C'est l'idée que lorsque vous êtes pauvre, vous devez être de gauche. Lorsque vous êtes exploité, vous devez voter socialiste ou communiste. Et il va y avoir un conflit puisque Marcus Garvey, lui, estimait que le nationalisme noir était une meilleure réponse aux problématiques des Noirs américains que le communisme. Et beaucoup de leaders noirs vont être à ce moment-là recrutés par les forces communistes pour tenter de faire entrer davantage de Noirs dans les rangs du Parti communiste américain. De manière paradoxale, Marcus Garvey, lui, a toujours dit que dans la communauté noire, le groupe le plus dangereux pour la communauté noire, ce sont les capitalistes. Les capitalistes noirs sont extrêmement dangereux. Parce que la nature du capitaliste, quelle que soit sa couleur, c'est d'exploiter, c'est de tirer profit. Donc si en plus c'est quelqu'un qui est dans notre communauté, de qui va-t-il tirer profit? Qui va-t-il exploiter si ce n'est les gens de sa propre communauté? Et donc Garvey disait, dans notre société noire, les plus dangereux sont les capitalistes noirs. Et donc Garvey lui-même était à la fois opposé aux communistes et très hostile aux capitalistes noirs. Et ça, c'est
un éclairage important parce que beaucoup de gens utilisent Marcus Garvey pour faire aujourd'hui du capitalisme en disant que voilà, nous les Noirs, nous avons aussi notre propre modèle néolibéral, etc. Tout ça. Or, Garvey n'a jamais été fondamentalement capitaliste. Lorsqu'il met en place la Black Star Line, c'est des souscriptions. C'est des souscriptions qui sont limitées à un certain nombre d'actions à un prix bien défini pour lever 500 000 $. Je crois que c'était quelque chose comme 50 000 actions de 10 $ et aucune personne ne pouvait posséder plus de 10 ou 50 ou 100 actions. Donc les choses étaient carrées. Mais Marcus Garvey va être arrêté par le FBI sur une affaire de fraude fiscale. Ce qui montre bien que cette question, elle est très particulière. Un autre élément, à la même époque, vont se développer également dans le cadre des congrès panafricains, des débats, pour savoir quelle est l'orientation du panafricanisme. Est-ce qu'il doit être, entre guillemets, petit bourgeois, conservateur, ou est-ce qu'il doit être révolutionnaire? Et dans ces débats-là, en 1927, il y a le 4e congrès panafricain qui a lieu à New York, et l'un des enjeux, c'est de déterminer si le panafricanisme, le congrès panafricain, ce mouvement-là, va rejoindre la tradition, la ligne du Comintern, donc de l'international communiste. Il n'y aura pas vraiment de rapprochement à ce moment-là, parce que d'une part la crise de 1929 arrive, et le panafricanisme était autofinancé par les délégués, les militants, et d'autre part, en 1929, avec la crise, on va voir une pression se faire sur les économies coloniales qui font que dans le continent africain, se développent de plus en plus de grèves, de boycotts et d'appels à la formation syndicale. Et donc dans l'entre-deux-guerres en Afrique, c'est par la question syndicale que les nationalismes vont se développer parce que les partis politiques étaient interdits dans les colonies africaines. Et donc puisque les partis politiques sont interdits, on va passer par la question du droit du travail, donc la question des syndicats, pour mener des activités réclamant l'égalité, notamment sur le plan des droits et sur le plan des salaires. Alors un cas très classique, c'était les dockers. Quand vous déchargez 50 tonnes à Marseille et que vous chargez 50 tonnes à Dakar, il se trouve que celui qui a chargé les tonnes à Dakar, il est 10 fois moins payé que celui qui fait le même travail à Marseille. Donc il y a un problème puisque à travail égal, le salaire n'est pas égal. Et donc la question des revendications salariales, la question économique va être un des grands leviers de mobilisation et de formation de la plupart des nationalistes africains comme Ruben Omiobe au Cameroun, même comme Sékou Touré en Guinée et quelques autres. Un autre élément important, c'est que à cette époque-là, la question du communisme est traversée par la prise de pouvoir de Staline. Et la ligne de Staline ne correspond pas totalement, ne correspond pas véritablement aux lignes de Lénine, de Marx, de Trotsky. Il a sa propre lecture qui est la mise en place de ce que certains appelleront un capitalisme d'État. C'est-à-dire quelque chose qui finalement reprend le modèle bureaucratique de planification et qui surtout restreint les libertés et qui ne pose pas la question coloniale. Et donc on verra à partir des années 1930 un certain nombre de figures noires communistes rompre avec le Parti communiste, notamment Georges Padmore, qui rompt avec donc le Comintern et qui refuse notamment de travailler avec l'Internationale nègre qui avait été créée à ce moment-là pour notamment fédérer les dockers, les employés noirs des colonies. Un autre élément important à cette époque-là, c'est au niveau donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des mobilisations dans les colonies qui sont faites. Il y a une crise économique très grave qui frappe les colonies. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on décide effectivement au niveau des panafricains de faire un congrès à Manchester, le 5e congrès panafricain. Et dans ce congrès, il y a une déclaration puissance coloniale qui condamne le principe du monopole du capital, qui condamne en fait tous les éléments propres à l'impérialisme et au capitalisme, et qui précise que la seule vraie démocratie, c'est la démocratie économique.
Et là, c'est très important parce que la démocratie économique, c'est la définition panafricaine de la démocratie. Nous ne sommes pas pour une démocratie entre guillemets libérale qui consiste juste à mettre un bulletin dans l'urne et avoir des droits principalement bourgeois. Nous sommes pour une démocratie économique dans le sens où, encore une fois, ceux qui produisent des richesses doivent décider de ce qui est fait des richesses. Ceux qui sont les forces sociales, les forces travaillistes, doivent décider de ce qui est produit dans le pays et de comment on gère l'économie du pays. Donc ce sont les travailleurs, les premiers concernés qui doivent être au devant de la scène. Et ça, c'est un élément important dans le contexte de la justice économique et sociale, dans le contexte de l'élargissement des droits des travailleurs, dans le contexte de l'organisation d'une économie solidaire, communautaire et socialiste, et dans le contexte également de l'unité africaine qui doit affronter donc, le capitalisme sur le continent africain. Un élément important aussi, c'est que le capitalisme en Afrique ne s'est pas développé de la même manière qu'en Europe. En Europe, il a produit des capitaines d'industrie, il a produit des bourgeoisies nationales qui vont ensuite prendre le pouvoir politique lors de la Révolution française notamment. Il a produit tout un ensemble de structures qui ont ensuite été des infrastructures de l'État bourgeois. Mais dans le contexte africain, le capitalisme était uniquement un capitalisme de prédation. Il n'avait pas pour vocation de créer des classes sociales, des bourgeoisies nationales, des capitalistes africains tout simplement. Et ça aussi c'est un élément important parce que la question du communisme va être un des éléments de débat dans les mouvements de libération, dans les mouvements nationalistes et dans les mouvements de décolonisation. Faut-il s'appuyer sur la lutte des classes, sachant que le capitalisme en Afrique n'a pas produit des classes dans le sens des classes sociales qui existent au niveau de l'Europe, ou faut-il plutôt s'appuyer sur les ethnies, puisque le capitalisme, qui est le système économique qui accompagne le colonialisme, a divisé pour mieux régner, il a opposé telle ethnie à telle ethnie pour justement créer des hiérarchies qui lui permettent ensuite de préparer sa continuité dans le cadre du néocolonialisme qui consiste à mettre en fait un groupe africain à la tête de l'État qui garantit en fait les intérêts de l'ancien colon. Donc toutes ces questions en fait se posent dans les années 50. Elles sont ensuite traversées par la guerre froide, qui amène notamment Georges Padmore à écrire son livre Panafricanisme ou communisme. Et ces questions sont également, élargies à des zones qui jusqu'à présent étaient un peu en marge du débat. Je pense notamment à la Caraïbe. On peut citer évidemment la création du Parti communiste haïtien avec Jacques Rouma dans les années 30, qui est un élément important. La révolution cubaine de 1959, qui est une véritable rupture. Et entre la création du Parti communiste haïtien et la révolution cubaine de 1959, les élections au niveau de la Guyana, avec le Parti progressiste du peuple de Chédi Jagan, qui avait remporté les élections à ce moment-là, et qui était sur une ligne marxiste, et la Grande-Bretagne a annulé les élections parce qu'il y avait déjà la crainte d'une contagion communiste au niveau de la Caraïbe. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, la question communiste, la question des luttes de classe et des travailleurs au niveau de la Caraïbe a une histoire un peu particulière et un peu différente. Voilà, sur chaque île, que ce soit la Jamaïque, que ce soit Trinidad, que ce soit Haïti, que ce soit Cuba, que ce soit les colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane, ce sont des histoires un peu différentes, ou Trinidad et Tobago également. Maintenant, au tournant des années 60, le panafricanisme a évolué. Il est devenu l'idéologie de la libération du continent africain. C'est l'idée que pour que l'Afrique soit libérée, et bien libérée, il faut qu'elle soit libérée dans l'unité et dans l'unification de ses territoires et de ses peuples. Or, ce qui se passe, c'est que les indépendances vont accoucher d'un processus de balkanisation. Par exemple, la France avait 2 ensembles coloniaux, elle va les faire éclater pour donner naissance à une douzaine d'États différents, lesquels étaient tous dans des situations qui ne leur permettaient pas d'être véritablement viables et fiables. Et dans ce contexte, la France va mettre en place le système de la France-Afrique, qui est déjà pensé dès le 19e siècle, mais qui est vraiment établi
sous François Mitterrand, puis sous le général de Gaulle. Un des éléments fondateurs de la France-Afrique, c'est la lutte contre le communisme. Et là, c'est très intéressant parce qu'à partir des années 60, on va considérer dans le discours occidental que tout leader africain qui veut l'indépendance et la souveraineté de son pays contre les intérêts occidentaux est en réalité un communiste. Et comme il est communiste, on peut les éliminer au nom de la lutte contre le communisme. C'est le sort qui a été réservé notamment à Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, qui fait un discours, il veut développer le Congo dans la bonne entente avec la Belgique. La Belgique provoque des mutineries et des sécessions. Il se tourne vers les Américains qui l'envoient balader. Il se tourne vers l'ONU qui n'a pas les moyens. Il appelle les Soviétiques, puis finalement l'ONU intervient et l'ONU participe à l'élimination de Lumumba avec évidemment derrière la mainmise des Américains, des Belges, des Canadiens et des autres puissances occidentales. Et l'argument dans les médias, c'était de dire que Lumumba est un communiste et qu'il faut donc l'éliminer. Donc la question de la lutte contre le communisme, c'est également quelque chose qui va justifier le soutien des puissances occidentales au régime d'apartheid sud-africain. Parce que le régime d'apartheid disait qu'il luttait contre le communisme. Alors le régime d'apartheid, c'est un régime raciste, ségrégationniste, suprémaciste blanc et fondamentalement capitaliste, avec une dégénérescence qui va vers le fascisme. Et l'idée du régime d'apartheid, c'était que en ostracisant les Noirs, on protège le marché de l'emploi, ce qui permet aux Blancs de vivre dans des bonnes conditions parce qu'il y a l'exploitation des travailleurs noirs. Donc là, on remet en avant cette question de la guerre des races et de la lutte des classes, qui est très important. Ce sont les travailleurs noirs qui vont dans les mines de diamants, dans les mines de cuivre, qui produisent la richesse de ces territoires-là, mais ce sont des pouvoirs blancs qui l'exploitent au Zimbabwe ou en Afrique du Sud à cette époque-là. Un autre élément dans ce contexte-là, c'est que la question décoloniale, elle apparaît également en termes de réflexion sur les enjeux de modernité. La colonisation, pour moi, c'est le vol des terres. La définition basique, c'est le vol des terres. Mais quand vous allez lire certains dictionnaires, on va vous expliquer que la colonisation, c'est la mise en valeur, c'est le développement de tel territoire. Mais c'est un développement qui est fondamentalement capitaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit de tirer de tel territoire des ressources, donc l'extractivisme, et d'exploiter la population qui va nous permettre d'obtenir ces ressources tirées de ce territoire-là. Donc il y a dans la colonisation quelque chose qui est fondamentalement capitaliste ou crypto-capitaliste. Et au moment des indépendances, au moment des décolonisations, il y a l'idée qu'on ne peut pas réellement décoloniser si on ne change pas le modèle économique. Or, dans bien des cas, le modèle économique va se poursuivre parce que les États africains et les États de la Caraïbe vont entrer dans la théorie de la modernisation et dans la théorie des stades du développement qui leur fait croire que pour qu'ils se développent, ils doivent suivre le même modèle de développement que les pays occidentaux, et notamment la première puissance économique de l'époque, les États-Unis. Et donc dans ce débat-là, il y a la recherche d'alternatives. Donc certains commencent à regarder, mais comment a fait l'URSS? Comment a fait la Chine? Comment fait la Yougoslavie? Comment fait Cuba? On cherche d'autres modèles. Et donc là, on est vraiment dans une période où le panafricanisme est d'une certaine manière cadenassé et verrouillé derrière les enjeux de développement, derrière les enjeux, on va dire, de construction de l'unité nationale. Et l'idée est principalement maintenue dans les diasporas, dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et en parallèle, la question décoloniale apparaît depuis l'Amérique du Sud. Elle apparaît autour de l'idée que le colonialisme en Amérique latine a créé des structures, une colonialité du pouvoir, une colonialité du savoir, des épistémologies, donc des savoirs et des pratiques, qui ont en fait maintenu la pensée coloniale et qui, d'une certaine manière, sont en lien avec une vision eurocentrée du monde. Et donc il faut opérer un décentrement ou un recentrement des concepts, des théories, des langues, des savoirs, et comprendre qu'il existe d'autres modernités, notamment autochtones, indigènes, qui donnent naissance non plus à un universalisme,
mais à un pluriversel qui tient compte en fait des traditions, des langues, des savoirs des peuples non européens, que ce soit des peuples sud-américains, que des peuples arabes, des peuples asiatiques ou des peuples africains. Donc il faut, comme disait Dipesh Chakrabarty, provincialiser l'Europe et sortir de l'idée que l'Europe est le point de départ de tout. L'Europe n'est plus le point zéro, l'Europe n'est plus le centre, et donc la date de 1492, que l'Europe a choisie unilatéralement comme étant la date de la découverte des Amériques, ne tient pas. Et donc le courant décolonial, il va rebondir très largement justement autour de 1992 pour les 500 ans de la dite découverte du continent américain. Et depuis donc cette période-là, il y a un ensemble de travaux qui visent justement à exhumer des modernités, des épistémologies, des savoirs, les traditions non eurocentrées qui permettent en fait de tenir compte de la diversité des points de vue. Donc pour moi, on est sur des courants qui sont différents en termes de chronologie, en termes également de contenu. Dans le cas du décolonial, il s'agit principalement, je dirais, de travailler les cadres de pensée, les schèmes de pensée. Dans le cadre du panafricanisme, il s'agit de produire de l'unité africaine et de poser un certain nombre de questions sur les processus de libération et d'émancipation des peuples noirs et des peuples africains. Et dans le communisme, eh bien, il s'agit principalement de cibler le capitalisme comme adversaire. Et là, dans ce dernier cas, les circonstances de la fin de la guerre froide, avec l'implosion de l'Union soviétique, avec la chute du mur de Berlin, avec ce qu'on a présenté Fukuyama comme étant la fin de l'histoire et donc la victoire du capitalisme et du néolibéralisme, pose de véritables soucis parce que l'histoire n'est justement pas terminée. Le capitalisme fonctionne sur des crises, le capitalisme se régénère par des crises, le capitalisme est en crise et le capitalisme est également à bout de souffle aujourd'hui. Et donc il est nécessaire déjà d'endiguer les métastases du capitalisme parce que c'est un cancer économique, c'est un cancer environnemental, c'est un cancer d'une certaine manière aussi politique en termes de vision, je dirais, de l'organisation de la société, qu'il faut endiguer pour permettre de maintenir des zones à partir desquelles on peut relancer de nouvelles expériences. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette période de débat, de réflexion. Il y a des champs de possibles qui s'ouvrent un peu partout en Afrique et dans la Caraïbe. Il y a des espaces en même temps de réalisation qui se rétrécissent dans d'autres lieux, notamment dans les pays du Nord, où on voit de plus en plus des types de régimes qui arrivent au pouvoir. Et on a en même temps une dynamique démographique qui nous est favorable dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, qui doit nous amener effectivement à poser, ce qui est un peu la conclusion de cette intervention, la nécessité de construire un internationalisme qui tienne compte justement des internationalismes précédents. L'international communiste, donc avec tous ces épisodes et péripéties, etc. L'internationalisme noir, qui a des références dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire des Sœurs Nardal, dans l'histoire de Marcus Garvey, dans les enjeux autour de Malcolm X et de beaucoup d'autres leaders de ces mouvements de libération. Et enfin, une internationale décoloniale qui, elle, s'appuie effectivement sur l'expertise de ces peuples sud-américains et caribéens qui sont, je dirais, au cœur de la construction de cette première mondialisation qui s'est faite dans les Amériques, qui est là aussi un territoire, je pense, fortement révolutionnaire. Donc pour moi, on est un peu, je dirais, dans cette recherche de construction de nouveaux réseaux, dans cette recherche de connexion intellectuelle, militante, politique et en même temps, je dirais, de renouvellement des imaginaires. On a eu la tricontinentale, Afrique, Asie, Amérique latine dans les années 60, la Havane en 66. On a eu le mouvement des non-alignés, créé à Belgrade en 61. On a eu la conférence de Bandung en 55, le groupe des 77. Aujourd'hui, on parle des BRICS.
Ma position sur les BRICS, c'est que c'est un groupe qui est principalement néolibéral, qui n'est pas du tout communiste, qui n'est pas du tout panafricaniste, qui n'est pas du tout décolonial, qui propose en fait une alternative au système néolibéral, mais qui fondamentalement n'est pas en rupture avec les grandes lignes de ce système-là. C'est une alternative, mais c'est une alternative qui est, je dirais, dans une autre direction, mais pas en rupture fondamentale. Et dans tout ça, il y a enfin ce qu'on appelle, pour reprendre le titre du livre de Fanon, de Frantz Fanon, les damnés de la terre, qui renvoie évidemment à un passage de l'Internationale. Ce sont les peuples déshérités, les peuples en lutte, les peuples révolutionnaires. Et parmi ces peuples-là, le premier de ces peuples-là, c'est le peuple haïtien. Quand on dit que Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, il faut se poser la question de pourquoi à une époque on disait que c'était la colonie la plus riche du monde. C'était la colonie la plus riche du monde parce que c'était la colonie la plus esclavagiste, celle qui tirait le plus profit de ces travailleurs noirs esclavagisés pendant des siècles et des siècles. Et lorsqu'il y a eu la révolution haïtienne, le cas de Toussaint Louverture est intéressant puisque c'est quelqu'un qui possédait lui-même une plantation, qui aurait pu trouver son intérêt avec les maîtres, et qui a choisi de s'allier avec les masses, avec les esclaves, pour justement libérer le plus grand nombre. Bon, d'abord, il pensait d'abord aux maîtres, puis finalement le plus grand nombre de ceux qui étaient en esclavage, alors que ça n'allait pas forcément dans son intérêt de classe. Donc il a su s'allier avec les masses pour renverser, je dirais, le rapport de force, comme il a pu s'allier d'abord avec les Espagnols contre les Français, puis les Français contre les Espagnols et contre les Britanniques, et donc vaincre les Français, les Espagnols et les Britanniques dans des configurations différentes. Et lorsque il devient gouverneur de l'île, il a l'expérience de gérer une plantation. Donc il y a l'enjeu en fait de relancer le modèle économique avec non plus des esclaves mais des salariés, avec une nécessité de garder effectivement l'expertise du colon, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes d'éthique. Peut-on réaliser une indépendance économique en gardant finalement le même modèle de production qui existait du temps de l'esclavage et de la colonisation, ou ne faudrait-il pas au contraire rompre avec ce modèle-là? Et c'est cette difficulté qui fait que Toussaint n'a pas été suivi et compris par la majorité des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on retournait travailler dans ce système plantationnaire. Et c'est un élément important parce que ça nous pose la question de comment faisons-nous en tant que Noirs, en tant que peuple noir, en tant que dirigeants noirs, dirigeants politiques noirs, quand nous devons gérer un pouvoir économique qui est le résultat de l'oppression de notre propre peuple. C'est la question qui s'est posée à Toussaint Louverture. C'est la question qui s'est posée à Patrice Lumumba quand il a hérité du Congo, qui est le pays le plus riche du monde. C'est la question qui s'est posée à Nelson Mandela quand il est devenu président d'une Afrique du Sud, dont la puissance économique reposait sur l'oppression des Noirs pendant plusieurs décennies. Comment faisons-nous quand, en tant que dirigeants noirs, nous prenons le contrôle d'un État dont le pouvoir économique repose sur l'oppression des Noirs? Et c'est là que intervient cette question des réparations. Il faut mener des politiques de réparation, de justice sociale et de redistribution. Et c'est dans ces politiques de réparation, de justice sociale et de redistribution qu'il y a une continuité politique au panafricanisme, au communisme et au décolonial. Et donc c'est dans ce sens-là que la question que vous posez, pour moi, m'amène à penser que nous devons produire un mouvement social sur la question des réparations, un mouvement de libération sur la question des réparations et un mouvement d'unification sur la question des réparations qui reprennent des schémas de la lutte contre l'apartheid sud-africain, qui reprennent également des schémas de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et qui amènent à décoloniser la conception des droits de l'homme qui a été pensée dans un cadre colonial et qui n'a pas tenu compte de nos propres conceptions en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Africains, de ce qu'est l'humanité. Et dans nos valeurs, nous avons d'autres termes. Nous parlons de Ubuntu, je suis parce que tu es parce que nous sommes. Nous parlons de Ujamaa, c'était le modèle d'économie mis en place par Julius Nyerere. Nous parlons de Umoja, donc l'unité, d'où le nom de mon organisation, la Ligue panafricaine Umoja. Donc nous avons d'autres valeurs, donc il y a un enjeu, je pense,
dans cette réflexion pour remettre de l'éthique au centre du jeu. Si on ne remet pas de l'éthique au centre du jeu, on va juste jouer avec les mots, on va juste imaginer des possibilités de rupture, mais on ne sera pas à la hauteur de ce que nous envisageons parce que nous n'aurons pas fait nous-mêmes ce que Amilcar Cabral appelait le suicide de classe. C'est-à-dire renoncer en tant qu'élite, en tant que privilégié, à nos petits privilèges pour faire comme Toussaint Louverture, nous mettre du côté des masses, libérer les masses alors que c'est potentiellement contre notre intérêt de classe, et ensuite accompagner les masses vers leur propre émancipation. Donc en conclusion, mon message déjà en tant qu'historien, en tant que militant panafricain, en tant que penseur de toutes ces questions et aussi acteur, le panafricanisme, le communisme, le décolonial, c'est trois courants qu'il faut travailler, qu'il faut interroger de manière critique, réadapter aux enjeux contemporains et surtout les mettre à disposition du plus grand nombre pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Donc on a besoin d'écoles d'éducation populaire sur la question du panafricanisme, sur la question du marxisme, sur la question du décolonial. Et j'espère que cette vidéo pourra contribuer justement à une prise d'intérêt pour ces enjeux-là. Voilà, c'était Hamzat Boukari Yabara, historien, militant, président de la Ligue panafricaine Modja pour Imaginal.